James Baldwin. Si Bill Street pouvait parler. Ces derniers rebondissements ont sur Frank un effet catastrophique, absolument épouvantable. C'est Joseph qui doit le mettre au courant, mais leurs horaires sont devenus si irréguliers qu'ils ne peuvent se voir que chez Frank. Sans nous dire un mot, Joseph a réussi à nous interdire, à Ernestine et moi, d'en parler au Hunt. Il est presque minuit. Madame Hunt est couchée. Adrienne et Sheila viennent de rentrer et debout dans la cuisine, gloussent en buvant de l'ovomaltine. Le derrière d'Adrienne s'élargit un peu, mais il n'y a aucun espoir pour Sheila. Comme on lui a dit qu'elle ressemblait à Merle Oberon, une actrice minable qu'elle a rencontrée lors d'une émission publique de télévision. Depuis, elle s'épile les sourcils pour accentuer la ressemblance, mais le résultat n'est pas brillant. En tout cas, Merle Oberon, elle, se faisait payer pour avoir l'air d'un œuf. Joseph doit être sur les quais à l'aube demain matin et n'a pas de temps à perdre. Pas plus que Frank qui commence aussi très tôt. Frank pose une bière devant Joseph et se verse un verre de vin. Tous deux boivent lentement. Pendant un moment assez pénible, ils s'observent, conscients du rire des deux filles dans la cuisine. Frank voudrait faire cesser le rire, mais n'ose pas quitter les yeux de Joseph. Alors, dit Frank, prépare-toi, je vais te faire mal. Le jugement a été remis parce que la poulette portoricaine a perdu son bébé et semble avoir aussi perdu les pédales, mon vieux. En tout cas, elle est quelque part dans les collines de Porto Rico, elle ne peut pas se déplacer, personne ne peut la voir, elle ne peut pas venir à New York maintenant. Impossible. Alors l'accusation veut qu'on reporte le jugement, jusqu'à ce qu'elle puisse. Frank ne dit rien. Joseph reprend. Tu comprends ce que je dis? Frank boit son vin et dit calmement. Oui, je comprends. Ils entendent les filles chuchoter dans la cuisine. Ce bruit exaspère les deux hommes. Frank reprend. Tu dis qu'ils vont garder Fonny en prison jusqu'à ce que la bonne femme ait retrouvé ses esprits. Il boit de nouveau et regarde Joseph. C'est bien ça, non? Quelque chose dans l'expression de Frank commence à effrayer Joseph, mais il ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est ce qu'ils veulent faire, mais on arrivera peut-être à le faire sortir, avec une caution. Frank ne répond pas. Les filles continuent de rire dans la cuisine. Une caution de combien? On ne sait pas, elle n'est pas encore fixée. De plus en plus effrayé, bien qu'il ne sache toujours pas pourquoi, il boit sa bière. Elle le sera quand? Demain ou après-demain? Il lui faut ajouter si... Si quoi? S'ils acceptent notre requête, mon vieux, ils sont pas obligés de nous accorder la libération sous caution. Il doit encore ajouter quelque chose. Et je pense pas que ça se passera ainsi, mais mieux vaut voir les choses sous leur côté le plus noir. Ils essaieront peut-être d'aggraver l'accusation contre Fonny à cause que la fille a perdu son bébé et qu'elle est devenue dingue. Silence. Rire des filles dans la cuisine. Joseph se gratte une aisselle et observe Frank. Celui-ci est de plus en plus mal à l'aise. Donc, dit finalement Frank avec un calme glacé, nous sommes baisés. Pourquoi tu dis ça, mon vieux? C'est dur, je suis d'accord, mais tout n'est pas foutu. Aussi, dit Frank, c'est bien foutu. Ils le tiennent, et ils ne le lâcheront pas tant qu'ils ne seront pas décidés, et ils ne seront pas décidés de sitôt, et il n'y a rien qu'on puisse faire, nous. La peur fait crier à Joseph. Il faut que nous fassions quelque chose. Il entend sa voix bondir contre les murs, contre les rires dans la cuisine. Quoi? S'ils nous accordent la caution, ramasser le fric, comment? Mon vieux, je sais pas comment, mais je sais qu'il faudra le faire. Et s'ils nous l'accordent pas, nous le sortirons. Je me fous de ce qu'il faudra faire pour y arriver. Moi aussi, je m'en fous, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le sortir, c'est tout. Nous savons tous les deux qu'il a rien à foutre en prison. Et ces salauds pourris le savent aussi. Il se lève, il tremble. La cuisine est silencieuse. Écoute, je comprends ce que tu dis. Tu dis qu'ils nous tiennent par les couilles. Ok. Mais il s'agit de notre chair et de notre sang, mon vieux. Notre chair et notre sang. Je sais pas comment nous ferons, mais je sais qu'il nous faut le faire. Je sais que tu n'as pas peur pour toi, et Dieu sait que j'ai pas peur pour moi non plus. Ce garçon doit sortir de là-bas, c'est tout. Et il faut que nous le sortions. Alors la première chose à faire, mon vieux, c'est de pas perdre notre sang-froid. Nous pouvons pas laisser ces salauds d'enculés de blancs continuer leur saloperie. Il se calme, boit sa bière. Ça fait trop longtemps qu'ils tuent nos enfants. Franck regarde ses deux filles qui se tiennent à la porte de la cuisine. Tout va bien? Demande Adrienne. Franck, d'un geste violent, lance son verre sur le plancher et le verre se brise. Espèce de connasse idiote, foutez-moi le camp, vous entendez? Foutez-moi le camp. Si vous étiez des femmes, vous seriez en train de vendre votre cul sur le trottoir pour sortir votre frère de prison au lieu de le donner gratis à ces pédés sans couilles qui viennent vous renifler avec un livre sous le bras. Allez vous coucher, foutez-moi le camp. Joseph regarde les sœurs. Il voit alors une chose étrange, une chose à laquelle il n'avait jamais pensé. Il voit qu'Adrienne aime son père d'un amour désespéré. Elle sait qu'il souffre. Elle apaiserait cette souffrance si elle le pouvait, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle donnerait n'importe quoi pour savoir. Elle ne sait pas qu'elle lui rappelle sa mère. Sans un mot, elle baisse les yeux et s'éloigne, suivie de Sheila. Le silence est énorme. Il s'étend et s'étend. Franck cache sa tête dans ses mains. Alors Joseph comprend que Franck aime ses filles. Franck ne dit rien.
Des larmes glissent le long de ses paumes, tombent sur la table. Joseph regarde, les larmes coulent le long du poignet puis s'écrasent, avec un bruit léger, léger, insupportable, sur la table. Il ne sait pas quoi dire. Pourtant, c'est pas le moment de pleurer, mon vieux. Il finit sa bière, il observe Franck. Ça va? Silence. Finalement, oui, ça va. Joseph dit, va dormir. On se lève tôt demain matin. Je te verrai le soir, d'accord? Oui, dit Franck. D'accord. Quand Fonny apprend que la date du jugement a été reportée, et pourquoi? Quand je lui révèle les conséquences que peuvent entraîner dans sa situation les changements survenus à celle de Victoria, il se produit en lui une chose étrange, absolument merveilleuse. Ce n'est pas qu'il perd espoir, mais il cesse de s'y accrocher. Ok, est sa seule réponse. Il me semble voir ses pommettes pour la première fois, et peut-être est-ce vrai, tellement il a maigri. Il me regarde, ses yeux sont immenses, profonds, sombres. Je suis à la fois soulagé et effrayé. Il s'est éloigné, pas pour me fuir, mais il s'est éloigné. Il se tient en un lieu où je ne suis pas. Ses yeux immenses, toujours fixés sur moi, il demande: Tu vas bien? Oui, je vais bien. Le bébé va bien? Oui. Il sourit. J'en reçois comme un choc. Je verrai toujours le vide laissé au milieu de sa bouche par la dent cassée. Bon, moi aussi je vais bien, ne t'inquiète pas. Je reviens à la maison, je reviens vers toi. Je veux te tenir dans mes bras, je veux sentir tes bras autour de moi. Il faut que je tienne notre bébé dans mes bras. Il le faut, ne désespère pas. Il sourit encore, et tout mon être se contracte. Oh l'amour, l'amour. Un autre sourire, il se lève et me salue de son poing. Il me regarde, un regard intense que je n'avais encore jamais vu dans ses yeux. Il se penche pour embrasser la vitre. Je pose mes lèvres sur la vitre. Maintenant, Fonny sait pourquoi il est ici. Maintenant, il ose regarder autour de lui. Il n'est pas ici pour avoir commis un crime, il le savait déjà, mais maintenant il le sait d'une façon différente. Au repas, à la douche, dans les escaliers, le soir, juste avant qu'on boucle tout le monde, il regarde les autres, il écoute. Qu'ont-ils fait? Pas grand-chose. Le vrai crime, c'est d'avoir le pouvoir de placer ces hommes là, où ils sont, et de les y maintenir. Ces hommes captifs sont le prix secret d'un mensonge secret. Les justes doivent pouvoir identifier les damnés. Le vrai crime, c'est d'avoir le pouvoir et le besoin d'imposer sa loi aux damnés. Mais, pense Fonny, ça joue dans les deux sens. On est dedans ou on est dehors. Ok, je pige. Salaud, vous ne m'aurez pas. Je lui apporte des livres. Nous parvenons à lui procurer du papier et il dessine. Maintenant qu'il sait où il est, il commence à parler aux autres prisonniers. Il s'installe, si l'on peut dire. Il peut lui arriver n'importe quoi ici, il le sait. Mais justement parce qu'il le sait, il ne peut plus fuir. Il lui faut faire face, affronter le danger, le provoquer même. Il est mis au secret pour avoir refusé d'être violé. Il a perdu une dent et a failli perdre un œil. Quelque chose durcit en lui. Quelque chose change définitivement. Les larmes se tarissent dans son ventre. Il s'était lancé du promontoire du désespoir. Il se bat pour sa vie. Il voit le visage de son bébé devant lui. Il a un rendez-vous qu'il doit respecter et il y sera, il le jure, assis là dans la merde, dans la saleté et les mauvaises odeurs quand le bébé naîtra. Hayward obtient la caution pour Fonny, mais elle est élevée. Et voici l'été. Le temps. Un jour que je n'oublierai jamais, Pedro Cito m'a ramené en auto du restaurant espagnol à la maison. Épuisé, je me suis assise sur une chaise. Le bébé était agité et j'avais peur. Mon temps était proche. J'étais si fatigué que je souhaitais presque mourir. Fonny avait été mis au secret et je n'avais pas pu le voir pendant une longue période. Je l'avais revu cet après-midi. Il était si maigre, si meurtri. J'aurais voulu crier ma colère, mais à qui? Où? Je lus la question dans les yeux noirs immenses de Fonny. Des yeux qui brûlaient maintenant comme ceux d'un prophète. Pourtant, quand il a souri, j'ai retrouvé mon amant comme la première fois. Va falloir mettre un peu de viande sur ses os, j'ai dit. Le Seigneur ait pitié. Parle plus fort, il ne t'entend pas. Mais il souriait. Nous avons presque tout l'argent pour la caution. J'en étais sûr. Nous sommes restés assis et nous nous sommes regardés. Nous faisions l'amour à travers tout ce verre, à travers cette pierre et cet acier. Écoute, je sortirai bientôt. Je reviendrai vers toi parce que je suis content d'être venu ici. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai regardé ses yeux. Oui. Écoute, je suis un artisan. Je suis comme le type qui fait des tables. Je n'aime pas le mot artiste, je ne l'ai jamais aimé, je crois. Je sais même pas ce qu'il veut dire. Je suis un type qui travaille avec ses couilles, qui se sert de ses mains. Je comprends le truc, j'en suis sûr. Même si je dois avoir le dessous. Mais je ne crois pas que j'aurai le dessous. Maintenant. Il est très loin de moi. Il est avec moi, mais très loin. Et à partir de maintenant, il le sera toujours. Où tu me conduiras, j'irai, j'ai dit. Il a ri. Oh bébé, bébé, je t'aime. Et je vais nous fabriquer une table où des tas de gens viendront manger pendant très très longtemps. De ma chaise, je regarde les rues sinistres par la fenêtre. Le bébé a demandé, n'y a-t-il pas un seul juste parmi eux? Et il a bougé, mais d'une façon nouvelle, et j'ai compris que mon temps était presque arrivé. Je me souviens avoir regardé ma montre, il était 8h moins 20. J'étais seul, mais je savais que quelqu'un arriverait bientôt.
Le bébé a bougé de nouveau. J'ai retenu ma respiration et le téléphone a sonné. Lentement, péniblement, j'ai traversé la pièce et décroché. Allô? Allô, Tish, c'est Adrienne. Comment vas-tu? Tish, est-ce que tu as vu mon père? Est-ce que Franck est chez vous? Sa voix a failli me renverser. Je n'avais jamais entendu une telle panique. Non? Pourquoi? Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Mais je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il a vu Joseph, mais moi je ne l'ai pas vu. Adrienne pleurait. Au téléphone, le son était horrible. Adrienne, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et je me souviens que brusquement tout s'immobilisa. Le soleil et la terre s'arrêtèrent de tourner. Le ciel se figea dans l'attente, et je posai une main sur mon cœur pour l'empêcher de battre. Adrienne! Adrienne! Tish, papa a été renvoyé de son travail il y a 2 jours. Ils ont dit qu'il volait, et ils ont menacé de le faire mettre en prison. Il était tout retourné à cause de Fonny et de tout ça, et il était ivre quand il est rentré à la maison. Il a injurié tout le monde, il est ressorti, et personne n'a vu depuis. Tish, tu ne sais vraiment pas où est mon père? Adrienne, trésor, je te jure que non, je ne l'ai pas vu. Tish, je sais que tu m'aimes pas. Adrienne, toi et moi, on s'est un peu disputé, mais c'est rien, c'est normal. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Je te ferai sûrement pas de mal. Tu es la sœur de Fonny. Et si je l'aime, je dois t'aimer aussi, Adrienne. Si tu le vois, tu m'appelles? Oui, 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 bien sûr. Je t'en supplie, j'ai peur, a-t-elle ajouté d'une voix basse, changée, avant de raccrocher. Au moment où je reposais le téléphone, une clé a tourné dans la serrure et maman est entrée. Tish, qu'est-ce que tu as? Je suis retourné à ma chaise. C'était Adrienne, elle cherche Franck. Elle dit qu'on l'a renvoyé de son travail et qu'il était dans un état épouvantable. Et Adrienne avait l'air complètement paniquée, maman. Nous nous sommes regardés, le visage de ma mère était aussi immobile que le ciel. Est-ce que papa l'a vu? Je ne sais pas, mais Franck n'est pas venu ici. Elle a posé son sac sur la télévision et s'est approchée de moi. Elle a mis sa main sur mon front. Comment te sens-tu? Fatigué, bizarre. Tu veux que je te verse un peu de cognac? Oui, merci. C'est peut-être une bonne idée, ça calmera mon estomac. Tu as envie de vomir? Un peu, ça passera. Elle est allée dans la cuisine et est revenue avec un verre de cognac qu'elle m'a tendu. J'ai bu lentement en regardant le ciel. Elle m'a observé un moment puis est ressortie de la pièce. Je regardais le ciel. J'avais l'impression qu'il y avait un message pour moi. Je me trouvais dans un lieu étrange, seul. Tout était immobile, même le bébé. Sharon est revenu. Tu as vu Fonny aujourd'hui? Oui. Comment était-il? Il est magnifique. Ils l'ont battu mais ils n'ont pas pu le battre, si tu vois ce que je veux dire. Il est magnifique. Mais j'étais si fatigué que j'arrivais à peine à parler, je me souviens. Quelque chose allait se passer en moi. Voilà ce que j'éprouvais, assise sur cette chaise, en train de regarder le ciel. J'étais incapable de bouger. Je ne pouvais qu'attendre, jusqu'à ce que mon temps arrive. Et Ernestine a obtenu le reste de l'argent, je crois, a dit Sharon en souriant, de son actrice. Avant que j'aie pu répondre, la sonnette a retenti et Sharon est allée ouvrir. Quelque chose dans le son de sa voix m'a fait dresser d'un seul coup et j'ai lâché le verre de cognac. Je revois encore le visage de Sharon derrière mon père, et je revois aussi le visage de Joseph. On avait trouvé Franck dans les bois, très loin d'ici, tout en haut du fleuve. Il était assis dans sa voiture, les portières fermées et le moteur allumé. Je me suis assise. Est-ce que Fonny le sait? Je ne crois pas, pas encore. Il ne le saura que demain matin. Il faut que je le lui dise. Tu ne peux pas y aller avant le matin, mon enfant. Joseph s'est assis. Sharon m'a demandé d'une voix brusque. Comment te sens-tu, Tish? J'ai ouvert la bouche pour dire je ne sais pas quoi. Je n'ai pas pu reprendre ma respiration. Tout a disparu, sauf les yeux de ma mère. Une complicité inouïe s'est établie entre nous. Puis je n'ai plus vu que Fonny. Puis j'ai hurlé, et mon temps est arrivé. Fonny travaille le bois, travaille la pierre en sifflant, en souriant. Et de très loin, mais de plus en plus près, le bébé crie, 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 crie comme s'il voulait réveiller les morts. Columbus Day, 12 octobre 1973, Saint-Paul-de-Vence.